Bonsoir à toutes et à tous, je suis Natacha Ruiz, co-auteure du guide de la mode éco-responsable et fondatrice de Poesia. Je suis avec Isabelle Kay et Hélène Sarfati-Leduc ce soir, qui sont nos invités du jour pour le nouvel épisode du talk show Mode créatrice d'envie, comment devenir consommateur. Alors pour rappel, ce talk show a vu le jour à l'occasion de la sortie du guide de la mode éco-responsable, publié par Mango Édition et coécrit avec Alice Lehoux. Donc notre but à travers ce talk show, c'est véritablement de connecter les professionnels de l'industrie avec le grand public pour permettre d'échanger sur les coulisses de cette industrie et de co-créer ensemble l'industrie de la mode et du textile d'aujourd'hui et de demain pour la rendre plus vertueuse. Alors chaque semaine, on a proposé un nouveau thème et aujourd'hui, c'est le thème mode éco-responsable, la troisième vague. Alors en effet, la mode éco-responsable ne date pas d'aujourd'hui. En effet, ça fait déjà un certain temps que le mouvement s'est à émerger et se développe. Pour ma part, j'ai découvert la mode éco-responsable dans les années 2010. Et donc, pour vous resituer un petit peu le début de cette évolution, déjà dans les années 50, on a commencé à voir l'économie de masse, la production de masse, produire le plus possible et le plus vite possible. Mais très rapidement, en fait, cette manière de produire a été remise en cause, notamment dans les années 60-70. On a vu le concept de développement durable et responsable voir le jour. C'était à l'époque du mouvement hippie. Malheureusement, ça a pris du temps, donc on voit quand même qu'il y a eu des notions telles que l'impact néfaste de l'homme sur la planète, la durabilité des produits consommés, mais c'est seulement 20 à 30 ans plus tard qu'on voit vraiment une remise en question totale de ces modes de production. Et donc aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans la troisième vague et on va aborder pendant ce talk show l'évolution, comment on en est arrivé à cette troisième vague, comment cette mode éco-responsable a émergé, comment elle s'est développée tout au long de ces dernières années. Et donc, c'est pour ça qu'on a invité deux expertes de la mode éco-responsable, donc Isabelle Kay et Hélène Sarfati-Leduc, qui sont à la fois témoins de l'évolution de la mode éco-responsable, mais aussi actrices, puisqu'elles ont participé à la transformation de cette industrie depuis les années 2000. Alors, vous avez d'un côté Isabelle Kay, donc, qui est fondatrice de l'association Universal Love, et qui est à l'origine du premier salon de mode éthique en France, l'Ethical Fashion Show, en 2004. Ça fait depuis 15 ans environ qu'elle œuvre à transformer l'industrie de la mode. Elle a proposé différentes actions concrètes lors des COP21 et COP22. Elle a créé aussi, en partenariat avec l'ADEME, un booklet de sensibilisation et une exposition, Le revers de mon look, quels impacts ont mes vêtements sur la planète. On a d'ailleurs partagé ce booklet dans le groupe Facebook du guide, donc n'hésitez pas à regarder, il est dans le fil du coup d'actualité. Et d'autre part, on a Hélène Sarfati-Leduc, fondatrice du French Bureau, les experts de la mode responsable. Elle est engagée donc dans cette mode depuis 2002 et elle a notamment travaillé sur la question des produits chimiques, le développement du label Fibre Citoyenne et elle accompagne aujourd'hui des entreprises sur des questions relatives à l'impact négatif de leur production. Et elle intervient aussi comme spécialiste dans le domaine du luxe, de la mode et du développement durable dans des écoles de commerce et de mode. Donc voilà, on est ravis de vous avoir parce que vous avez vraiment beaucoup de choses à nous partager sur tout ce que vous avez vécu à travers l'évolution de vos missions dans le temps autour de la mode éco-responsable. Donc juste pour information, ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à nous poser des questions, on y répondra plutôt à la fin. Ça nous laissera le temps déjà de développer tout ce qu'on a à vous raconter et ça vous permet de préparer vos questions. Donc pour commencer, alors j'aimerais vous poser une question qui me semble très importante pour débuter ce talk show, c'est que vous puissiez rappeler pour vous ce que c'est la mode éco-responsable versus la fast fashion, parce qu'on voit que ce sont deux choses antinomiques, mais en même temps qui évoluent en même temps. Donc qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet Isabelle, par exemple, tu pourrais commencer? Oui. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Donc pour moi, la mode éthique, la mode responsable doit respecter avant tout l'humain, l'environnement et les savoir-faire. L'humain, c'est-à-dire pendant toute la chaîne de production, un salaire juste qui permette à chacun de se loger, de se nourrir, de répondre à ses besoins de santé, d'envoyer ses enfants à l'école. Et en fait, ces salaires sont le plus souvent injustes depuis l'arrivée dans fin 90 de la fast fashion. Et c'est pour ça qu'il faut respecter l'humain tout au long de la chaîne de fabrication. Et on se rend compte aussi que non-respect de l'humain, c'est non-respect de l'environnement. Donc la mode éthique doit respecter l'humain, l'environnement et les savoir-faire textiles parce que en fait ils font la différence de chaque culture
Et si on veut être justement, ne pas voir tous ces savoir-faire textiles disparaître, c'est important de les faire perdurer et de les utiliser. Donc, c'est notre vision de la mode éthique encore aujourd'hui. Alors moi, pour compléter ce que dit Isabelle, Oui. évidemment, je suis complètement d'accord avec ce qu'elle vient d'énoncer, mais je dirais que déjà, c'est une façon raisonnée de consommer la mode. Voilà, la mode responsable, c'est de dire toutes les façons possibles d'avoir le minimum d'impact sur l'environnement et sur les hommes dans sa façon de consommer la mode. Alors, on va en discuter, je pense, en détail dans ce qu'on va se raconter là. Mais l'idée, c'est de se dire qu'il y a plusieurs façons d'être un consommateur de mode responsable et du point de vue de ceux qui la fabriquent, d'avoir une forme d'éthique dans la façon dont on conçoit la chaîne de valeur et qu'on fabrique cette mode-là. Donc, c'est exactement, on va dire quand même, le contraire de la fast fashion. Voilà. Si on devait résumer, c'est quoi la mode responsable? C'est la face sombre de la fast fashion, mais ça reste évidemment dans les deux cas de la mode. Et donc, toujours se dire que la mode responsable, ça reste vraiment une envie de consommer de la mode, de se faire plaisir, d'être belle, et qu'il faut aussi penser que ça n'est pas une vision moralisatrice ou anxiogène de ce sujet-là, mais c'est plutôt quelque chose de positif et que moi je la vois de façon très très positive. Voilà. Voilà, et rappeler juste que la fast fashion, c'est produire beaucoup, toujours plus, dans des pays où il n'y a pas de réglementation, ni au niveau des salaires, ni au niveau de l'environnement, donc toujours plus, au moindre coût, entraîner un peu chacun à consommer toujours plus, quoi. Et c'est vrai que fast fashion est un peu l'antithèse de la mode éthique. Mais ça, on approfondira bien sûr après. C'est ça, c'est le revers de la pièce, comme tu dis, Hélène. Voilà, exactement. Le yin et yang, si on peut dire. Voilà, mais en même temps, dans le process de consommation de mode responsable, acheter un vêtement de fast fashion chez Emmaüs, c'est un acte de mode responsable aussi. Voilà, donc c'est ce qu'il faut dire aussi, qu'il y a plusieurs façons. On va sûrement le développer tout à l'heure, mais voilà, c'est dire qu'il y a 1000 façons et que ça n'est pas uniquement des vêtements faits dans de bonnes conditions, enfin, entre guillemets. Évidemment que c'est l'idéal, mais c'est aussi, encore une fois, une façon de vivre la mode et de la consommer. C'est ça. Dans le guide, c'est justement ce qu'on a voulu montrer en donnant différentes manières de consommer. Exactement. Il n'y en a pas une, mais il y a plein de façons de faire, en fait. Et ce qui compte, c'est d'allier tout ça pour équilibrer sa consommation. Du coup, alors, à partir de quand est-ce que vous avez commencé justement à vous intéresser à la mode éco-responsable et pourquoi? Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir actrice, en fait, et à vouloir changer les choses? Isabelle. Oui, moi, c'était le fait d'apprendre. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, et d'apprendre qu'on pouvait porter des vêtements et qu'à l'autre bout de la chaîne, des gens avaient pu être en souffrance pour les fabriquer. Donc, c'est ce qui m'a vraiment encouragée à aller rencontrer des acteurs comme Éthique sur étiquette ou d'autres associations pour comprendre l'envers du décor et petit à petit l'envie de créer une plateforme qui réunirait justement des créateurs, des designers réunis autour des valeurs de mode éthique. Enfin, c'est de cette découverte et par la suite la rencontre que j'ai faite avec deux créatrices de mode, l'une Oumoussi, créatrice du Sénégal, et Bibi Russell, ancienne mannequin, donc designer au Bangladesh. Toutes deux avaient la volonté de faire de leur marque un vecteur de développement local pour leur pays. Donc Bibi Russell, c'était vraiment de faire travailler les tisserands de son pays pour continuer à leur donner du travail sur ce savoir-faire. Et Oumoussi, idem, elle avait la volonté, elle, de créer une marque qui soit au prix de la fripe qu'on trouve sur les marchés africains, ou en tout cas qu'on trouvait dans les années 2000, je pense encore maintenant, toute cette fripe qui vient souvent des pays européens, qui inonde les marchés locaux au détriment de l'industrie locale, de l'industrie en Afrique. Donc, elle avait la volonté de créer une marque qui soit accessible à tous. Et donc, en rencontrant ces deux femmes, j'ai eu envie par la suite de faire quelque chose pour faire connaître tous ces créateurs qui avaient la même vision de la mode, finalement, la mode pour le développement local. Super. Et toi, Hélène? Alors moi, ça a été plutôt
un hasard professionnel. En fait, je suis entrée dans une fédération professionnelle. Donc, effectivement, pour le savoir, les fédérations en France, en tous les cas, jouent énormément dans la façon dont l'industrie continue d'exercer son activité. Et il y avait une des personnes qui était à la tête d'une de ces fédérations qui commençait à s'intéresser très fortement à ces questions-là parce que les donneurs d'ordre des entreprises commençaient à poser des questions sur les conditions sociales et environnementales de production des vêtements. Et donc, on a commencé à travailler là-dessus, notamment sur la problématique des produits chimiques, qui est un des sujets aussi très importants, la question de la santé, voilà, pour les personnes, dans tous les cas, qui s'habillaient. Ensuite, j'ai été approchée par une ONG qui s'appelle Yamana et j'ai développé un label qui s'appelle Fibre Citoyenne et qui visait justement à tracer toute la filière. Et donc là, c'était une vision vraiment globale, c'était de dire comment on va pouvoir accompagner les entreprises depuis la matière première jusqu'à la fin de vie. Mais on remontait à l'envers, en fait, de la distribution jusqu'au champ de coton, en fait, si on parle du coton, pour essayer d'améliorer les process. Et surtout, il s'agissait de dire, face à l'invasion de produits, on va en discuter, faits dans de mauvaises conditions dans d'autres pays qui ne respectaient pas les réglementations sociales et environnementales, comment accompagner les producteurs vertueux, on va dire, européens, pour les aider à faire face à ça et faire connaître à leurs clients européens qu'ils produisaient dans de bonnes conditions. Voilà. Donc l'idée, c'était de produire propre et de le faire savoir. Et donc moi, j'ai démarré comme ça, même si, comme disait Isabelle, en propos des fripes, j'ai toujours porté des fripes quand j'étais petite, parce que ça faisait, j'étais, comme on disait, éco-responsable sans le savoir, parce que c'était vraiment quelque chose que j'ai toujours fait, parce que justement, en Afrique du Nord, le fameux pays, les zones où le reste du monde déverse justement ses surplus, eh ben, on a beaucoup l'habitude de s'habiller en fripe. Voilà. Donc, on ne voyait pas le mauvais côté de la médaille qui était de dire qu'on était un peu le réservoir des déchets du monde. En fait, voilà, c'est plutôt économiquement, c'était très intéressant et c'est encore toujours le cas. Hein, ça aide beaucoup de gens à s'habiller aussi sur place. Oui, bien sûr, c'est sûr. C'est pas perdu, ça. Tout à fait, il faut le dire. Oui, tout à fait. Super. Ben, merci beaucoup de nous avoir partagé du coup ce parcours. Alors, on a préparé pour vous qui nous regardez une frise un peu chronologique justement pour vous montrer l'évolution de cette mode éco-responsable pour qu'on puisse de manière plus visuelle se rendre compte en fait de toutes les étapes. Alors, on a préparé ça pour vous. Alors, je vais tout de suite la partager. C'est bon, vous la voyez là? Hop. Voilà. Nous, on la voit. C'est bon? Ok, super. Alors, donc, on voit qu'il y a plusieurs étapes. Donc, on parlait de 3 vagues. Donc là, on a sur cette première slide la première et la deuxième vague. Alors, je vais juste vous cacher 2 secondes pour qu'on voit bien tout. Alors, voilà, sur cette slide, on a vraiment voulu montrer le démarrage, en fait, de la mode éco-responsable. Et ensuite, la deuxième vague, puis la troisième vague qu'on va voir dans un second temps. Alors, on voit bien que ça a commencé, comme on disait, à partir des années 80-90, où il y a eu plusieurs événements clés. Et donc, Hélène, je te propose de nous partager les événements clés, justement, de cette première vague. Si tu peux nous en parler plus précisément et nous dire, voilà, concrètement, l'impact que ça a eu. Et après, on rentrera dans des pionniers, qui a été les pionniers avec Isabelle. Alors, effectivement, dans les années 90, on a assisté à une espèce d'émerveillement quelque part vers la facilité à pouvoir produire très facilement en énorme quantité des vêtements dans d'autres pays et on a assisté à ce qu'on nomme souvent une exportation des externalités négatives, c'est-à-dire que quand on produit un vêtement, forcément, on a un impact sur l'environnement et sur l'homme. Comme en Europe, dans les pays consommateurs de mode que nous étions, enfin les pays matures, on avait une réglementation quand même beaucoup plus contraignante que celle de ces pays d'Asie, Bangladesh, Chine, qui n'avaient pas les mêmes réglementations autour des droits de l'homme, de l'environnement. Il a été d'un seul coup extrêmement positif, en tous les cas très enthousiasmant pour les industriels, en tout cas pour les distributeurs, d'aller faire fabriquer là-bas. Donc, c'est là qu'on a commencé à se rendre compte. Enfin, au départ, on l'a pris comme une opportunité, mais très rapidement, comme je l'ai dit en introduction, dans les années 2000, je suis arrivée en fédération professionnelle, on était déjà en train de subir cet énorme contre-coup de ces délocalisations-là et la difficulté finalement de pouvoir produire des vêtements localement. Et donc avec des différentiels de prix très importants, donc ça c'est très important, c'est que le prix à ce moment-là est devenu
on a commencé à biberonner les consommateurs à un prix très bas. Voilà. Et donc, c'est là qu'a commencé la difficulté à comprendre quel était le vrai prix d'un vêtement et finalement à pouvoir l'acheter sur sur des montants extrêmement faibles. Et donc, avec évidemment la sous-traitance en Asie, les campagnes, on a de Killing Clothes Campaign parce qu'on a commencé à voir un petit peu ce qui se passait sur les sweatshops, les enfants qui Expliquez justement ce que c'est un sweatshop si jamais il y a des personnes qui ne connaissent pas ce concept. C'est un atelier de la sueur, en fait, voilà, littéralement, c'est de dire on fait travailler les gens dans de très mauvaises conditions, avec des salaires misérables ou quasiment de l'esclavage. Et Nike, évidemment, qui était une très grosse entreprise, a été épinglée par des ONG comme Clean Clothes Campaign sur les conditions de travail que subissaient les gens qui fabriquaient notamment les équipements sportifs, sachant qu'en plus le sport avait une valeur extrêmement importante, les valeurs de partage, de dépassement de soi, voilà. Et clairement, il y a eu d'ailleurs un film de Michael Moore là-dessus qui a harcelé le PDG de Nike et qui a diffusé très largement ce film-là où justement il l'interrogeait sur ces questions-là. Donc ça a été vraiment cette période-là où il y a eu en même temps une espèce d'explosion assez décomplexée, on va dire, de la capacité à faire beaucoup et pas cher, sans qu'on se pose les vraies questions. Et ça a commencé juste dans cette année-là très rapidement à inquiéter les pays qui produisaient dans de bonnes conditions parce qu'ils se sont rendus compte que là, il y avait une concurrence déloyale extrêmement forte. Voilà, donc il y a l'apparition des labels, hein, tu l'as noté, enfin on l'a noté sur la frise, je ne sais pas si on peut en dire un mot, mais… Oui, vas-y, avec plaisir. Justement, l'idée, c'est de oui. les grands moments forts, en fait. Voilà, donc les campagnes PETA, évidemment, contre la fourrure, PETA, je ne sais pas si les gens connaissent, c'est People for Ethical Treatment of Animals. En fait, ce sont des ONG qui essayent de défendre les droits des animaux, notamment sur les questions de fourrure, donc avec les happenings qu'il y a eu dans des défilés où les mannequins se voyaient inondés de sang de cochon quand elles étaient aux États-Unis, quand elles défilaient avec des fourrures. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est devenu un sujet majeur. On en parlera hein, quand on parlera de la troisième vague, mais c'est un sujet qui a pris toute la place. Et puis, il y a eu les labels, évidemment, comme Max Havelaar. Hein. Moi, j'avais vraiment participé aux premières réunions d'évaluation de ce label-là. Max Havelaar, qui est un label de commerce équitable, voilà, par la FLOR. Le juste prix pour le juste voilà. salaire. Exactement, bonnes conditions de production, conditions de travail, voilà. Ecotex, alors je ne sais pas si nos auditeurs, enfin, nous le connaissent, mais c'est un label qui est très répandu aujourd'hui. On en a parlé dans un des précédents talk shows. Dans un des précédents talk shows, on en avait bien parlé justement, mais c'est bien de le rappeler. Tu peux le rappeler. Dans la petite brochure d'ailleurs du revers de mon loup, il y a tous les labels qui sont des labels de confiance recommandés par l'ADEME et Ecotex. Voilà, donc c'est un label qui garantit qu'il n'y a pas de substances chimiques indésirables dans les textiles qu'on va porter au contact de la peau. Petit bateau, par exemple, utilise la grande distribution massivement pour éviter justement les problèmes d'allergie ou de produits chimiques voilà, qu'il peut y avoir. Et Max Havelaar, que tout le monde connaît, pas uniquement sur le chocolat et sur le café, mais également surtout sur le coton. Voilà, le coton équitable, avec au départ uniquement une vision équitable, donc sociale du coton, avec quand même, on avait un petit peu laissé de côté l'aspect environnemental. Ça a été reproché à Max Havelaar au début, qui ensuite a beaucoup mieux contrôlé la filière et a élargi ce qui nous semble évident aujourd'hui, la vision de ce coton-là, qui n'était pas seulement socialement acceptable, mais aussi environnementalement acceptable. Voilà. Donc, en gros, c'est à peu près ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, Isabelle a peut-être autre chose à rajouter. Oui, juste pour ajouter que c'est, enfin, en 2000, un petit peu plus tard, il y a eu le livre de Naomi Klein. Oui, ben on en arrive tout à l'heure, justement, Isabelle. T'inquiète, c'est prévu que tu en parles plus précisément. Mais avant ça, justement, avant d'aller dans les années 2000, je voulais que tu nous dises, Isabelle, quelles ont été justement les marques pionnières, phares, justement, des années précédentes 2000? Parce qu'on en avait parlé, justement, il y en a quelques-unes très fortes qui ont marqué cette première vague. Une des premières marques, c'est Patagonia et Esprit. C'est vrai que lorsque j'ai commencé à faire des recherches pour créer le premier salon Ethical Fashion Show, c'est ces deux marques-là qui apparaissaient. Bon, Patagonia est toujours excellent en matière de mode éthique, éco-conception, mode durable, donc avec des vêtements de sport, de montagne. Son fondateur a créé la marque d'ailleurs en 1957.
il faisait de l'alpinisme, enfin de l'escalade plutôt, et s'appelle Yvon Chouinard. Et coton bio, juste pour dire, depuis 1990, ils n'utilisent que du coton bio. Oui, même, et donc ils reversent 1% pour la planète, donc ils sont dans le respect de la nature, de l'homme, des animaux, et donc leurs produits sont éco-conçus, aujourd'hui créés avec des matières recyclées, et ils ont toute, comment dire, on peut renvoyer, enfin garder ces vêtements, leur renvoyer pour réparation. Voilà, on garde ces vêtements Patagonia ad vitam. Alors, pardon Isabelle, mais juste il y a une chose importante à rappeler sur Patagonia, c'est qu'ils ont fait un énorme buzz marketing qui est quand même aujourd'hui extrêmement connu. C'est qu'au moment du Black Friday, que certaines personnes connaissent sûrement, cette fameuse tradition qui consiste à casser les prix et à acheter tout pas cher. Avant Noël, je crois. Voilà, et voilà, où on assiste à des ruées. Voilà, eux, ils ont en 2011, on verra plus tard, mais donc ils étaient déjà très anciens sur le sujet. Ils ont lancé une campagne qui s'appelait Don't buy this jacket, n'achetez pas cette veste, ce qui a fait un énorme coup marketing, puisque clairement le marketing et la mode c'était acheter, acheter, acheter. Et en fait, voilà, ils ont été donc, et d'ailleurs sur tous les Black Friday, soit ils ferment leurs magasins, soit ils les ouvrent et ils reversent l'intégralité de leur chiffre d'affaires à des associations de protection de l'environnement. Okay, ils ont aussi une politique entrepreneuriale vraiment spécifique. Aussi, ils encouragent leurs salariés à prendre du temps pour travailler, pour aider des ONG. Ça, c'était tout à fait nouveau au moment où ils l'ont fait. Très banal aujourd'hui et c'est extrêmement pionnier à ce moment-là. Et puis, donc, il y avait aussi la marque Esprit, qui était pionnière dans les années 90, mais plutôt avec des collections en coton biologique. Parce qu'au démarrage, la plupart des marques travaillaient plutôt sur des matières organiques, coton, chanvre. Il n'y avait pas non plus énormément de choix. C'était beaucoup des t-shirts en coton bio. Des t-shirts, des choses beaucoup pour le sport ou sportswear. Et donc, on peut se poser la question par rapport à cette première vague, est-ce qu'elle a vraiment rencontré l'adhésion du public? Et on a l'impression qu'il y a eu un peu une phase où il n'y a pas eu encore une grande masse de personnes qui s'y intéressaient. Et est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi, en fait? Moi, je pense d'abord, il n'y avait pas beaucoup de marques qui étaient engagées. Elles ne le disaient pas forcément, puisqu'il y avait eu aussi l'affaire Nike qui avait fait pas mal de bruit et qui n'avait pas envie d'être accusé de faire du greenwashing. Il n'y avait pas tellement de réseaux non plus, ni de boutiques, ni encore de plateformes Internet. Les plateformes Internet de mode éthique sont venues plus tard et en fait, vu qu'elles avaient peu d'offres aussi en nombre de marques à présenter et que ce n'était pas encore vraiment le moment où, en France en tout cas, on achetait beaucoup sur Internet, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de retours. Mais ça tient c'était avant le salon Ethical Fashion Show. Mais ça tient aussi au fait que dans les années 90, on était dans une espèce de frénésie de consommation. Enfin, le moment n'était pas venu, n'était pas prêt. Donc vraiment, c'est une question de timing. Je cite souvent Anna Wintour, la papesse de la mode et la grande patronne du Vogue US qui fait peur à tout le monde. Elle dit toujours c'est une question de timing. Quand c'est trop tôt, personne ne comprend. Quand c'est trop tard, tout le monde a oublié. Donc en fait, on n'était pas dans le bon timing. Ça ne correspondait pas à l'époque en fait. Donc c'était juste balbutiant. Mais c'est d'autant plus à apporter au crédit de ces marques-là d'avoir été déjà convaincus que ce n'était pas seulement une opportunité marketing, mais c'était vraiment inscrit dans les valeurs de leur marque. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on raconte d'Esprit ou de Patagonia est super banal, mais à l'époque, c'était ultra pionnier. Voilà. Donc, c'était visionnaire déjà. Il était visionnaire, exactement. Oui. C'est ça. Ok, on va passer à la deuxième vague alors. Ça a commencé dans les années 2000 du coup. Et donc, tu pourrais expliquer avec le livre dont tu parlais de Naomi. Naomi Klein. Ouais, Nos logos. Naomi Klein dénonçait un peu l'emprise des marques. Et en fait, je vais lire un petit résumé là. Oui, de la tyrannie des marques et dresser un état des lieux de la société de consommation. Et en particulier, elle a
décrit les abus commis par les grandes marques en reprenant justement l'affaire Nike, mais aussi Adidas, et puis Nike au sujet de l'affaire des ateliers d'esclaves et du travail d'enfants, ainsi que Shell et les abus commis au Nigeria contre les communautés autochtones. En fait, déjà à l'époque, elle tente de dresser un état des lieux de la mondialisation économique et du pouvoir grandissant des multinationales. Et d'ailleurs, ce livre a été considéré par les altermondialistes comme une Bible. Il a été traduit en 28 langues. D'accord. Voilà, et ça, je dirais que ça marque. Enfin, moi, je sais que quand j'ai démarré Ethical Fashion Show, beaucoup de marques engagées me parlaient du livre de Naomi Klein. Que j'ai fini par lire. Voilà. Du coup, sur cette deuxième vague, on voit qu'il y a 2 phases, puisqu'il y a une phase des années 2000 à 2009, où là, Isabelle, tu as été très impliquée puisque tu as lancé l'Ethical Fashion Show, dont tu vas nous parler plus précisément. Et on voit à partir de 2010 une phase un peu plus turbulente, puisqu'il y en a un déclin, puisqu'il y a eu il y a eu la crise économique mondiale dont on va parler, la levée des quotas dont Hélène va nous parler. Donc, on voit vraiment qu'il y a eu un mouvement, à la fois une croissance, puis des marques qui ont disparu et un gros événement qui a été un drame. Donc on va aussi parler en 2013. Mais je veux bien, Isabelle, si tu veux continuer sur le salon que tu as lancé en 2004. Donc, en fait, oui, j'ai eu, suite à la rencontre que j'évoquais tout à l'heure avec Oumoussi et Bibi Russell, j'ai eu envie de créer un événement, une plateforme. Enfin, d'abord, au départ, je pensais que ce serait juste un défilé. Et par la suite, j'ai compris qu'un défilé, ce n'était pas suffisant pour présenter des marques et surtout trouver des acheteurs. J'ai eu envie de réunir des marques internationales autour du respect de l'humain, de l'environnement et des savoir-faire textiles. Donc, en fait, l'idée, c'était vraiment pas seulement des Européens, puisque je trouvais que finalement, à Paris, on avait une vision de la mode assez européenne et qu'on voyait très peu des créateurs venus d'autres pays et qui défendaient des valeurs de développement local, et de réunir donc ces marques. Donc, j'ai fait pas mal de recherches et puis j'ai lancé donc en 2004 le premier salon de la mode éthique, Ethical Fashion Show, avec pour les Français les précurseurs comme Veja, donc qui présentaient leurs prototypes. Je crois en 2004, ils présentaient leurs prototypes. Et Misericordia, dont j'avais entendu parler par une amie qui était attachée de presse et qui avait organisé un petit événement chez Colette pour présenter toute la démarche de Misericordia, qui était de travailler au Pérou, parce qu'en fait, à ce moment-là, ils se trouvaient au Pérou, les deux créateurs, et de travailler avec un orphelinat qui faisait aussi de la formation en couture. Donc, les premières saisons Misericordia, je pense même peut-être les 2 premières années, c'était produit, c'était conçu au Pérou dans cet orphelinat. Et puis très vite, la marque a eu pas mal de succès et du coup, ils ont dû changer et puis après déménager, avoir un atelier, partir de l'orphelinat. Mais c'était un projet, pour moi, c'était un projet modèle parmi tous ceux que j'avais envie de présenter. Donc, la première année, on a présenté une vingtaine de marques, dont People Tree pour les Anglais, une indienne aussi qui travaillait beaucoup sur les savoir-faire textiles. Donc, il y avait Oumoussi, Bibi Russell, il y avait Idéo aussi, qui avait démarré un peu plus tôt, qui avait des collections plutôt de t-shirts. Et puis… les Racines du ciel étaient là déjà? Non, pas encore. Il y avait aussi Isabelle Test qui travaillait, elle, sur la récupération des sacs plastiques, mais plus dans une idée un peu artistique, qui avait conçu des robes. Bref, la première année, on a présenté une vingtaine de marques. La deuxième année, il y en avait déjà 40, dont pas mal de créateurs anglais, donc amenés par le groupe. Nous, on était Ethical Fashion Show, mais à Londres, il y avait Ethical Fashion Forum, qui réunissait aussi des acteurs, des designers de la mode éthique. Parmi eux, d'ailleurs, il y avait Carrie Sommer,
plus tard de Fashion Revolution qui avait la marque Pachacuti. Et Orsola de Castro qui faisait From Somewhere à partir de stock de tissus italiens qu'elle récupérait elle-même étant d'origine italienne. Donc ça, c'est vraiment pour le début. 2005, il y avait 40 marques, donc beaucoup d'enthousiasme. C'était au blanc manteau, on a organisé des défilés, mais l'idée à chaque fois, c'était d'avoir aussi la partie conférence, parce que voilà, il fallait que à la fois les acteurs, les designers, les étudiants, les boutiques comprennent les enjeux de la mode éthique, et puis le grand public. Donc, on avait une journée toujours dédiée le week-end au grand public. Et bon, progressivement, donc chaque année, 2006, 2007, 2008, 2011, il y a eu de plus en plus de marques internationales puisque bon, le bouche à oreille fonctionnant, le salon avait, je pense, une belle énergie et aussi des commandes, bien sûr. On a eu des demandes de designers qui venaient du Brésil, d'Inde, de différents pays d'Afrique. Enfin, on a même eu un créateur de Mongolie qui est venu une année avec ses mannequins pour faire le défilé. Voilà ce que je peux raconter sur toute cette période-là. Ouais. Et les conférences, à chaque fois, réunissaient aussi de plus en plus de monde. On a eu aussi des partenariats très intéressants avec La Redoute, qui donnait un prix chaque année à un créateur qu'elle avait repéré. Et ce créateur réalisait une collection en partenariat avec La Redoute. On a eu le groupe LVMH aussi, qui a été partenaire de l'Ethical Fashion Show. Oui, il y avait plein de choses. Et donc, le salon, si je raconte toute l'histoire, voilà, on l'a fait au Carrousel du Louvre. Donc, pour nous, c'était vraiment un grand pas aussi, puisque le Carrousel du Louvre, dans les années 90, c'était là où toutes les grandes marques de haute couture, enfin les marques de haute couture venaient défiler. Donc, on a fait le salon Ethical Fashion Show dans des lieux aussi comme le Tapis Rouge, Carrousel du Louvre. Le Pierre Cardin, l'espace Pierre Cardin. Moi, j'ai vu la dernière édition. En 2012. Ouais. C'était presque à la fin du salon, en tout cas en France. Et puis donc, est-ce que je dois parler un petit peu de la vie d'Ethical Fashion Show en 2010? Après, on voulait parler de la suite, si tu veux parler de la phase justement où il y a eu une disparition des marques, si tu veux en parler après ou tout de suite, comme tu préfères. Parce qu'après, Hélène, toi, tu vas parler aussi. Je peux l'évoquer, puis je donne la parole à Hélène après avoir fait tout. Voilà, comme ça, tu as fait le tour. D'Ethical Fashion Show. Non, oui, il y a eu la crise de 2008 qui a eu des répercussions, je veux dire, à partir de 2010, quoi, où les marques de mode éthique qui étaient présentes sur l'Ethical Fashion Show, les plus petites, en fait, les plus fragiles, qui étaient quand même encore fragiles, ont disparu pour certaines dans les années 2000, 2012. Comme, je ne vais pas les citer toutes, mais voilà, il y a eu une grosse difficulté dans le textile et en particulier pour les marques éthiques parce que voilà, il y avait encore, on va dire, peu de gens qui connaissaient ces marques. Et il y avait beaucoup de personnes qui disaient oui, mais la mode éthique, finalement, c'est trop cher pour nous. Et puis en plus, on ne sait pas où la trouver. Mais qui, à côté de ça, pouvaient acheter des marques, c'était des marques de sportswear comme Adidas ou autres, à des prix très chers. Donc il y avait cette culture de comment c'est fait, pourquoi, par qui et à quel prix. Les gens ne se posaient pas encore toutes ces questions. Donc, la crise de 2008 a eu pour conséquence qu'il y ait pas mal de marques qui ont disparu. Plutôt après 2011, je dirais que ça a été plus catastrophique. Entre-temps, le groupe Messe Francfort avait racheté le concept et on avait commencé à développer l'Ethical Fashion Show à Berlin, où là, ça se passait beaucoup plus facilement parce que
Je pense que pour les Allemands, éthique ne voulait pas dire baba cool, moche, sans forme, mais plutôt confort, belle matière, respect de la nature. Et du coup, avec le groupe Metz Francfort, on a commencé à développer le salon à Berlin. Ça a bien marché. Le salon existe toujours. Il a changé de nom, il s'appelle Néonite. Et moi, par contre, je m'occupe plus du salon tel qu'il est devenu. Voilà, parce que pour moi, la vocation d'Ethical Fashion Show, c'était vraiment de réunir des créateurs du monde entier, quoi. Et pas seulement en particulier des Européens. On devait avoir vraiment une vision internationale. Ok, bah super, c'était un super salon que j'ai moi-même eu l'occasion de visiter à l'époque et qui était inspirant. Bah, du coup, Hélène, si toi tu veux parler des événements un peu plus impactants qui ont contribué finalement au ralentissement de la mode éco-responsable, tu parlais de la levée des quotas notamment. Alors, justement, je voulais rebondir sur ce que dit Isabelle, parce que Isabelle parle de mode éthique, et donc les marques qu'elle a présentées à l'Ethical Fashion Show étaient des marques dont le business model, dont la raison d'être était d'être éco-responsable. Donc, en fait, chaîne de valeur, matières premières, conditions de production, c'était tout ça qui faisait que ces marques-là étaient présentées à l'Ethical Fashion Show. Par ailleurs, au même moment, il y avait ce que j'ai cité tout à l'heure, dans la mode dite conventionnelle, c'est-à-dire la mode qu'on fait tous les jours, je ne sais pas, un camailleux par exemple en France, la volonté et l'envie, enfin en tout cas les premières idées d'améliorer la chaîne de valeur, donc de vérifier la question des produits chimiques, les conditions de production, voilà. Donc je pense que vous l'avez aussi rappelé dans le guide, il y a deux façons de voir la mode éco-responsable. La mode créée complètement dès l'origine sur de l'éco-responsabilité. Dans le luxe, on va dire que c'était la McCartney, par exemple, qui a fait ça. Et puis des marques, voilà, et puis des marques tout à fait conventionnelles qui essayaient de faire les choses bien. Et notamment en 2005, l'Organisation mondiale du commerce avait établi des quotas d'importation par pays. Donc, la Chine ne pouvait pas exporter au-delà d'un certain quota. Sauf qu'en 2005, les quotas ont été levés. C'était ce qui avait été négocié depuis très longtemps. Et il y a eu inondation des marchés européens par de vêtements faits dans de très mauvaises conditions, très peu chers, de très mauvaise qualité, et qui sont venus concurrencer très violemment les entreprises françaises, les marques locales, conventionnelles, j'entends bien, qui, elles, se sont retrouvées complètement écrasées par un dumping, ce qu'on appelle le dumping économique et social, c'est-à-dire se sont retrouvées totalement démunies à devoir se battre contre des t-shirts à 1 euro quand eux, on ne pouvait pas faire un t-shirt en Europe à moins de 10 euros. Donc voilà, on se retrouvait sur un différentiel de prix très important. Donc ça a été une grosse cassure. Et effectivement, c'est là que, par exemple, nous, on travaillait beaucoup avec Fibre Citoyenne, ce que je disais, pour essayer de faire comprendre aux consommateurs français, européens, que consommer localement, regarder plutôt la façon dont les pays travaillaient, les conditions de travail, les réglementations, il fallait essayer de choisir plutôt des entreprises responsables et essayer de combattre la question de la fast fashion. Donc, et là, la mode, en tous les cas, a énormément souffert, forcément, puisqu'il y a eu des disparitions. Alors, quand Isabelle disait que des marques de mode éthique ont souffert, c'est que la mode en général a énormément souffert et que notamment, si tu es encore une petite marque fragile, tu disparais avant les autres. D'ailleurs, on vient de le voir avec la crise du Covid. Finalement, même les gros vont très très mal et ceux qui disparaissent, évidemment, vont être les plus petits qui n'ont pas suffisamment de trésorerie. Voilà. Donc là, ça a été vraiment un événement majeur, la levée des quotas de l'OMC, que les fédérations auraient pu peut-être anticiper un peu plus, mais qui n'a pas été suffisamment contrôlé. Voilà. Et est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur la campagne détox de Greenpeace? Oui. Alors, en 2011. Oui, depuis toujours. Greenpeace, alors, il y a deux grands types d'ONG. Il y a les ONG type Greenpeace, dont le boulot, comme éthique sur l'étiquette, c'est de dénoncer, aller gratter, aller voir ce qui ne va pas et le mettre sur la place publique. Donc, ils décident, ils ne veulent travailler avec aucune entreprise, ils sont vraiment dans la dénonciation très forte. Et la campagne détox, justement par rapport à ces questions de produits chimiques, c'est que concrètement, les produits chimiques utilisés dans les pays à faible coût sont des produits chimiques qui étaient dangereux pour la santé, alors qu'ils avaient été bannis des productions européennes. Et donc, les campagnes détox de Greenpeace, c'est d'aller gratter et pister
les produits chimiques dangereux contenus dans les vêtements qu'on commercialisait en Europe, fabriqués en Chine notamment, parce que ça coûtait moins cher. Et notamment la question des colorants azoïques, colorants c'est très important, qu'on trouve dans les jaunes, dans les rouges et dans les bleus, et qui sont hautement cancérigènes. Voilà. Et donc, Greenpeace, avec sa première campagne détox, voilà, interroge les marques, les met en demeure de répondre et vont quand même très loin dans le niveau d'exigence, c'est-à-dire qu'ils vont très au-delà de ce que même la réglementation autorise. C'est-à-dire qu'ils vont pister les moindres traces de colorants dangereux, en tout cas de produits chimiques dangereux. Et là, aujourd'hui, enfin, on en parlera, mais une marque aujourd'hui qui est contactée ou approchée par Greenpeace, il ne lui viendrait même pas à l'esprit de lui fermer la porte au nez. Les marques sont tout à fait, ont une très bonne oreille auprès de Greenpeace parce qu'ils ont très très peur effectivement du bad buzz que ça peut leur faire. Voilà. C'est une nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Oui, bien sûr. C'est depuis peu, je pense, quand même. Enfin, vraiment, alors, il y a deux types d'ONG. En même temps, il y avait WWF. Nous, à Yamana, on était vraiment le type d'ONG type WWF, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dénoncé, il faut aider les marques à s'améliorer. Voilà. Donc, WWF fait partie des ONG qui travaillent beaucoup sur le textile aussi, mais qui sont plutôt dans une aide et une collaboration en disant comment on peut, maintenant que vous avez fait des bêtises, comment on peut vous aider à vous améliorer. Donc, elles ont chacune leur rôle et c'est vrai qu'elles sont très utiles toutes les deux. Voilà ce qu'on peut dire sur la campagne des tops. On n'a pas ta frise sous les yeux, là, donc je ne vois pas… On arrive à la fin, justement, de la deuxième vague. Là, on arrive au grand événement qui a marqué l'industrie de la mode et du textile, l'effondrement de l'immeuble du Rana Plaza qui servait d'usine au Bangladesh en 2013 et qui a eu un impact énorme puisqu'il y a eu plus de 1135 morts et des milliers de blessés. Elle s'est effondrée sous le poids des machines parce qu'il était vétuste, le bâtiment. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez dire sur l'impact? Pardon. Voilà, c'était un immeuble qui n'était pas conçu pour accueillir. C'est ça, c'était un immeuble. C'était pas une usine en fait. C'était un immeuble. Non, c'était un immeuble qui n'était pas une usine. Voilà. Et donc, c'est les vibrations des machines. Et donc, en plus, on a appris que les ouvriers ont plusieurs fois alerté leur contremaître pour expliquer que les murs se fissuraient et qu'on les a obligés à retourner travailler. Mais concrètement, sur le Rana Plaza, il y a avant et après le Rana Plaza. Ouais, je pense que tout ce qu'on peut raconter aujourd'hui, les gens qui nous écoutent en ont certainement entendu parler. Ce qui a donné véritablement un électrochoc aux marques, c'est vraiment cette histoire du Rana Plaza où on s'est rendu compte que certaines marques faisaient travailler des gens dans des conditions épouvantables et que surtout, elles n'avaient plus le droit de dire « je n'étais pas au courant ». Voilà. Elles étaient soi-disant pas au courant. Donc, le pourquoi du mouvement Fashion Revolution qui est né, donc juste… qui s'est mis en place à la suite de cette tragédie, donc qui a été montée par Carrie Sommer au départ, puis par Orsola de Castro, et dont le but a été, en fait, plus jamais ça. Donc, chaque année, le 27 avril sera le jour qui commémorera cette tragédie et sera le Fashion Revolution Day. Ouais, donc en fait, elles encourageaient toutes les deux à ce que chacun d'entre nous s'interroge sur qui a fait mon vêtement, de quelle façon, who made my clothes, dans quelles conditions pour de salaire, de vie, etc. Donc elles ont lancé ce hashtag. Chacun se prenait en photo donc en 2014 avec son vêtement retourné et l'étiquette devant, pour interroger les marques et leur dire mais qui a fait mon vêtement et dans quelles conditions. D'ailleurs, on encourage les gens qui nous écoutent à continuer de le faire. Vous pouvez tout à fait interroger une marque, mettre le hashtag Who Made My Clothes et taguer une marque et en principe, elle vous répond. Quand même, elles répondent de plus en plus. Voilà. Donc en fait, ce mouvement a pris de l'ampleur. Au début, je me souviens plus combien de pays il y avait, mais très peu. Et en fait, aujourd'hui, il y a plus de 100 pays concernés. Et à la suite donc, de ce mouvement d'une journée, le mouvement est passé à une semaine d'action. Donc, en France, il y a Fashion Revolution France. Il y a un groupe Facebook, vous pouvez aller voir. Et d'autre part, elles ont lancé, je crois, en 2017, l'indice de transparence. Donc, il y a vocation d'interroger. Donc, c'est un travail qu'elles mènent, un énorme travail d'interroger les marques. Pour savoir à quel point elles sont transparentes, à quel point elles donnent les informations sur toute leur chaîne de fabrication
de leurs pièces. Alors, un petit aparté sur la transparence, c'est que l'indice de transparence n'est pas l'indice de responsabilité globale. C'est-à-dire que certaines marques peuvent être très bien placées en termes de transparence parce qu'elles disent tout, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elles font les choses bien. Parce que notamment, il y a des entreprises, des marques de fast fashion qui sont très bien positionnées, qui ont d'ailleurs tenu la tête du classement longtemps. Mais ça ne veut pas dire pour autant que leur modèle économique est valable. Simplement, elles font vraiment un effort de transparence. Et donc, c'est quand même un signal fort après le Rana Plaza, justement, qu'elles se sentent complètement obligées de le faire. Et d'ailleurs, juste pour vous donner un chiffre, donc au départ, il y avait peu de marques qui répondaient. Et là, enfin, et surtout, l'analyse ne concernait que quelques marques. Après, donc en 2018, elles sont passées à 100 marques et en 2019 à 200 marques. Donc, et là, le taux de réponse a énormément augmenté. Le taux de réponse a augmenté incroyablement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment le changement auquel on assiste avec Hélène, je dirais depuis le Rana Plaza et notamment depuis 2 ans, où on a la sensation qu'aujourd'hui, un étudiant qui sort d'une école de mode ne peut pas se dire en étant connecté 24/24 sur les réseaux sociaux, je ne sais pas que les vêtements que je porte peuvent être mal fabriqués et moi-même, je peux éventuellement fabriquer de façon irresponsable les vêtements de la marque que je vais concevoir. Donc, je pense qu'il y a un vrai changement générationnel parce que quand Ethical Fashion Show a commencé, c'était plutôt des femmes de la quarantaine qui étaient concernées. Et aujourd'hui, je pense que la génération qui arrive, les plus jeunes et les 25-35, se sentent très concernés et les marques le savent. Et du coup, voilà. Et puis surtout, on sait qu'il faut y aller. On n'a pas le choix, quoi. Ouais, donc, du coup, on peut dire que la 3e vague, elle commence véritablement après le Rana Plaza. Donc, complètement, exactement. Il y a vraiment une révolution. Ça a été la révolution. Et c'est jusqu'à aujourd'hui, donc on est en plein dedans. Et on voit qu'il y a pas mal d'actions qui ont été mises en place. Donc, comme tu disais, l'association Fashion Revolution, dont toi, tu as été présidente d'ailleurs en France. Et il y a eu de plus en plus d'actions type la charte mode pour le climat, pour la COP21. On a eu le manifeste anti-fashion par Lee et Delcourt. Il y a aussi la création du Fashion Pact qui a été initiée par Monsieur Emmanuel Macron. Enfin, voilà, il y a eu pas mal de choses qui se sont mises en place. Et concrètement, est-ce que, Hélène, tu pourrais nous en parler un peu plus précisément et nous dire, par exemple, quel est l'impact véritablement de ces initiatives et qu'est-ce que c'est un pacte aussi, concrètement? Alors, Isabelle et moi, donc vous l'avez compris, on a toujours beaucoup travaillé ensemble. Voilà, on s'est d'ailleurs connus au moment des. C'est vrai, voilà, parce que Isabelle avait organisé justement des défilés de vêtements professionnels, avait réussi à rendre glamour des défilés de vêtements professionnels, ce qui était quand même très équitable. Et équitable, bien sûr, unique. Et donc, on avait formé des partenariats avec la SNCF, avec la RATP, avec des grands donneurs d'ordre publics, justement, qui s'étaient engagés très en amont là-dessus. Donc, voilà. Et donc, la charte Changer la mode pour le climat, ça a été vraiment une initiative de l'association Universal Love. Et l'idée, c'était de dire comment expliquer à toute la chaîne de valeur quels sont les impacts depuis la matière première jusqu'à la fin de vie de la mode sur l'homme et l'environnement. Donc, on a imaginé un événement avec ça s'est passé au Conseil environnemental et social au CESE à Paris. Et donc, c'était une journée entière pendant la COP21 pour expliquer. On a eu donc Jean Jouzel, notre expert climatique en introduction, Corinne Lepage, la ministre de l'Environnement, et Ségolène Royal à l'époque pour parler de ces questions-là. Et la charte qu'on a rédigée, Changer la mode pour le climat, c'est symbolique en fait. C'était une façon symbolique de fédérer l'ensemble des acteurs professionnels autour de ces engagements et notamment parmi les notions, enfin, on avait mis des éléments comme concevoir autant que possible des vêtements faits pour durer et pour renaître, utiliser au maximum des matières premières locales faiblement consommatrices d'eau et de pesticides pour respecter la biodiversité, favoriser les procédés de production économes en eau, voilà, encourager les modes de distribution générant le moins de gaz à effet de serre. Donc, un ensemble de points qui ont été signés par beaucoup d'acteurs de fédérations. Voilà, donc, et cette charte a été transmise à la COP22 à Marrakech. Où on avait organisé aussi un colloque pour transmettre. Exactement. La charte. Alors, la charte, les pactes, tout ça, là, comme le Fashion Pact qui a lieu là, enfin, donc Kering est garant. Comme on le sait tous, une charte,
ou n'a aucune valeur, comment dire, contraignante ou juridique, on est bien d'accord. C'est symbolique, une façon d'engager des acteurs autour d'objectifs communs. Donc le Fashion Pact a des objectifs de réduction des gaz à effet de serre, fédère un ensemble de marques, aussi bien luxe que fast fashion, donc ce qui a fait que d'ailleurs le groupe LVMH n'en fait pas partie, parce qu'il ne veut pas être mêlé. Il dit que le luxe, effectivement, ce n'est pas tout à fait faux, et la fast fashion n'ont pas grand-chose à voir ensemble sur les process de production. Donc, oui, les chartes, c'est très bien, mais il faut des objectifs chiffrés et il faut des moyens un peu plus coercitifs pour forcer les entreprises à aller plus vite. Voilà. Mais c'est déjà une très bonne chose, enfin, en tous les cas, un très bon début. Donc, là, on parlait du manifeste anti-fashion de Liedelkor, c'est un peu différent, c'est que Liedelkor a dit qu'on avait oublié. Tu peux rappeler qui est Liedelkor pour ceux qui ne connaîtraient pas? Oui, c'est une très grande prévisionniste hollandaise. Enfin, elle est une gourou de la mode qui a donc vu depuis très longtemps arriver tout ça. Aujourd'hui, ce qu'elle entend par anti-fashion, quand elle dit la mode est morte, elle dit qu'on ne sait plus ce que c'est qu'un vêtement. On ne sait plus. Isabelle rappelait l'importance du savoir-faire. Et d'ailleurs, à chaque Fashion Revolution, on fait des ateliers pour montrer aux gens comment fabriquer un vêtement, faire des petits ateliers pour réintégrer le savoir-faire. Donc, elle dit qu'aujourd'hui, on ne forme plus que des gens qui ne savent plus ce que c'est qu'un vêtement, qui ne savent plus ce que c'est qu'une matière première. Et c'est ce qu'elle racontait dans son manifeste, en fait, anti-fashion. Elle dit, voilà. Et juste, si je peux rajouter aussi une chose importante, c'est que c'est vrai que par rapport au coût de la vie, le coût du vêtement, ces 15 dernières années, a diminué. Donc ça aussi, c'est une preuve que c'est tout à fait anormal qu'on en soit arrivé là. Et c'est ce que soulignait aussi Liedelkort dans son manifeste. Il faut apprendre aussi à savoir reconnaître un tissu et une matière, une belle matière et définition correcte et pouvoir les payer au juste prix. D'ailleurs, dans le premier des talk shows que vous avez fait pour le guide, où justement tu as interrogé Jean-Pierre Mochot, effectivement, les acteurs historiques en fait de la mode ont constaté une baisse absolument catastrophique de la qualité, encore une fois, intrinsèque des vêtements. Voilà. Donc là, effectivement, il y a eu cette charte-là, il y a eu un énorme retentissement, on a eu énormément de monde. Voilà, et c'était pour expliquer, Isabelle le rappelait tout à l'heure, la complexité de la chaîne de valeur d'un vêtement et d'expliquer tous les impacts et toutes les phases de production et de pays qu'un vêtement parcourt avant d'arriver dans notre placard. Donc voilà. Et donc ça donnait vraiment une indication très importante aux gens pour comprendre quels étaient les impacts sur chacun des éléments de la chaîne de valeur. Voilà. Bon, ben, on a fait le tour de ces 3 vagues. Donc aujourd'hui, on est dans la 3e. Et qu'est-ce que vous faites au quotidien en ce moment? Quels sont vos projets, vos missions pour continuer à transformer l'industrie de la mode? Puisque vous avez commencé depuis les années 2000 et vous en êtes où aujourd'hui? Quelles sont les prochaines étapes pour vous? Alors, moi, pour finir juste, moi, je continue. Un des éléments qui me semble majeur et sur lequel j'ai vraiment envie de concentrer le maximum d'efforts, c'est la formation et l'information et l'éducation. Voilà. Et clairement, on s'en rend compte quand on ne sait pas. Hein, Isabelle le disait au départ, elle a découvert comment. Voilà. Elle rappelait aussi qu'aujourd'hui, dans les écoles de mode, il n'arrive plus qu'un jeune créateur s'engage sur quelque chose sans intégrer ces notions-là. Mais il n'empêche que malgré le fait que ça fait 20 ans qu'on est sur le sujet, qu'il y a énormément de choses qui se disent, que votre guide a un avantage et un intérêt capital parce qu'il y a encore beaucoup de choses à expliquer. C'est quand même un domaine qui est assez compliqué, qui n'est pas encore vraiment compris. Donc, continuez de former, d'informer. Donc ça, c'est un volet très important pour former les futurs professionnels et notamment en école de commerce, on n'envisage plus du tout de former un seul manager sans lui parler de ces questions-là. Et de l'autre côté, accompagner des marques pour les aider à produire de manière un peu plus durable. Mais nous, le running gag qu'on a au French Bureau, c'est de dire que la meilleure façon d'être aligné avec nos valeurs, c'est de ne plus proposer à quiconque de créer une nouvelle marque. En tous les cas, de réutiliser les choses existantes. Une nouvelle manière de créer une entreprise, on va dire. Voilà, exactement. Voilà. Okay. Et Isabelle, voilà. Et toi, Isabelle? Et moi, du coup, j'ai travaillé avec l'ADEME. On avait conçu en 2012 l'exposition Le revers de mon loup, quel impact ont les vêtements sur la planète, avec Hélène, justement. On a refait une version mise à jour de cette exposition.
On en a fait aussi un booklet qui est distribué dans tous les collèges et lycées qui en font la demande, les médiathèques, les bibliothèques. On est en train d'adapter cette exposition en poster aussi, toujours dans le but que ça soit diffusé le plus largement possible, et même dans les écoles où il y aurait moins de place, pouvoir les afficher et organiser des choses autour. Je travaille aussi depuis 2015-2016 sur Parure, objet d'art apporté, une exposition itinérante qui met en avant des savoir-faire textiles de différents pays sur des matières naturelles ou recyclées. Et on a fait une exposition l'année dernière à la Manufacture du Roubaix avec un défilé. On a même participé de notre personne. Nous avons défilé nous-mêmes. Isabelle est très inclusive. Hein, c'est très à la mode aujourd'hui, l'inclusion dans la mode. Voilà. Avec des ateliers, des conférences. Voilà, et j'ai un projet pour 2024. Voilà, sur lequel je suis en train de travailler, mais toujours, voilà, comme le dit Hélène va dans les écoles, moi je vais vers les plus jeunes aussi, et je pense que le changement il vient de l'enseignement, de l'information. Plus de monde est informé, plus les gens auront envie de changer aussi, et je pense que c'est en cours puisqu'on l'a vu à plein de niveaux, même dans la fashion qui a mis un certain temps à s'y mettre. Les Fashion Week se remettent en question. En Suède, l'année dernière, ils ont décidé d'annuler leur Fashion Week pour réfléchir justement à comment faire mieux. En France, pendant le confinement, j'ai trouvé un article du Monde où il y a eu en fait un groupe qui s'est formé de 600 créateurs et acheteurs et qui réfléchissaient justement ensemble comment faire mieux. Peut-être qu'une seule Fashion Week, ça suffirait en fait. Et c'est vrai que les Fashion Week, c'est aussi source de problèmes bien sûr environnementaux avec tous les déplacements des personnes, tous les lieux diffus, alors que c'est vrai que dans les années 90, tout se passait à peu près au même endroit. Aujourd'hui, à New York et dans d'autres villes, ils réfléchissent au fait de recentraliser aussi les défilés, tout ça. Donc, le changement, il arrive parce que je pense que derrière, tout le monde sait qu'il n'y a pas d'autre issue possible et que les jeunes vont le réclamer. Moi, mon postulat, c'est beaucoup plus parce qu'il y a une obligation environnementale et une urgence absolue qui fait que les lois deviennent de plus en plus sévères et que le choix ne se présente plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire accélérer les choses, puisqu'on a un vrai problème de changement climatique, on a un vrai problème, voilà, on l'a vu, la dépendance qu'on a aussi au transport, enfin ce qui s'est passé avec le Covid, c'est qu'aujourd'hui, c'est une question de survie. Voilà, et les marques l'ont très bien compris. C'est pas du tout. Il y a évidemment le mouvement citoyen très fort mais ce qui fait vraiment bouger les lignes, c'est l'urgence et la réglementation qui s'impose de plus en plus aujourd'hui. Comme on l'a vu, la loi sur la vigilance des multinationales, donc voilà, énormément de choses qui maintenant vont contraindre les entreprises. Donc, autant qu'elles le fassent avec le sourire et qu'elles fassent des choses le plus positives, effectivement, pour répondre aux besoins des clients. Oui, puis toujours pareil, je pense aussi les équipes des entreprises rajeunissent aussi. Donc, voilà, on ne peut pas être aujourd'hui, il me semble, connecté via les réseaux sociaux au monde entier et pas s'attacher à toute cette problématique et à toute cette injustice sociale. Je voulais rebondir sur ce que tu disais justement, Hélène, par rapport au devoir de vigilance. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure. Oui. Peut-être si tu veux revenir sur ce point-là, parce qu'on arrive à la fin et on voulait parler justement du futur de la mode éco-responsable, comment ça va évoluer et finalement, est-ce que la fast fashion est sur le déclin? Et peut-être parler justement de ce devoir de vigilance qui va avoir un impact aussi positif sur les conditions de travail des personnes. Cette loi sur le devoir de vigilance des multinationales, elle est, on va dire, c'est le bébé du Rana Plaza. Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, à un moment donné, on a bien compris et on a bien vu que si on n'était pas transparent et si on passait sa vie à dire que c'était pas notre faute et qu'on n'avait pas une vision sur sa chaîne de valeur, ça ne pouvait plus être acceptable et qu'on était responsable. Voilà. Et du coup, comme c'est toujours pareil, on a proposé aux entreprises de faire au mieux, on les a incités, c'est le travail qu'on fait, à améliorer leur process. Au bout d'un moment, quand ça ne va pas assez vite et qu'on a affaire à ce genre de catastrophe, il faut légiférer pour accélérer les choses. Alors, elle est un peu encore
critiquable dans la mesure où elle ne concerne que les entreprises à plus de 5000 salariés. Okay, donc, quand même plutôt des multinationales parce que l'ADN d'une multinationale, c'est de dire je profite de conditions législatives et sociales plus favorables ailleurs pour pouvoir faire ce que je veux. Voilà, donc la notion de multinationale, elle est là. Avec ce devoir-là, ça les empêche d'être défaussés de leurs responsabilités là-dessus, donc ça les engage d'autant plus. Il y a des énormes principes, il y a l'OCDE, il y a beaucoup d'organismes aujourd'hui qui empêchent les entreprises, encore une fois, pour résumer, on ne peut plus dire on ne sait pas, on ne peut plus dire ce n'est pas de ma faute, et ça devient de plus en plus compliqué de ne pas être responsable. Donc l'avenir, moi je dis de la mode responsable, de la mode en général, c'est juste une question, de logique, une question basique de dire comment je vais continuer de travailler et comment je vais continuer d'exister. Si je ne fais pas attention à l'éco-responsabilité, je risque de disparaître. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Pour moi, l'avenir, il est, comme on l'a dit souvent, la niche va devenir la norme. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Enfin, ça prend du temps, mais quand même. En gros, ça devient intrinsèque à la mode. En fait, on n'a plus besoin de séparer mode éco-responsable et non, mode. Exactement. Ouais. Exactement. C'est de dire que de toutes les façons, moi j'ai une blague, je te disais sur Guerlain, quand on parle de biodiversité, je leur dis souvent pas d'abeilles, pas de fleurs, pas de parfum, pas de Guerlain. Donc c'est exactement pareil. C'est tout simple. Si tu fais pas attention à la matière première, aux gens qui travaillent, aux ressources, forcément. Donc d'où l'upcycling, tout ce qu'on se raconte sur la nouvelle façon de faire la mode. Voilà, la fourrure aujourd'hui qui justement disparaît bien sûr parce que nous, on n'en veut plus, mais surtout parce que les émissions de CO2 sont catastrophiques, que les élevages ferment les uns après les autres, que les pays interdisent les élevages d'animaux à fourrure. Pourquoi? Parce que ça impacte très fortement le réchauffement climatique. Donc c'est pour ça. Donc finalement, quand on fait de la fourrure aujourd'hui, si moi je suis Fendi, je me pose des questions graves parce que dans 10 ans, où est-ce que je vais trouver mes poils? Voilà, donc tout simplement. Donc je change forcément parce qu'on m'oblige à changer et c'est très bien. Moi, sur la fourrure, je suis folle de joie. Et pour toi, Isabelle, du coup, qu'est-ce que ce serait le futur de la mode et où est-ce que va la fast fashion, du coup, pour toi? On se demande pour la fast fashion, je ne sais pas comment ils vont rebondir. Moi, je pense que oui, je pense qu'ils ont connu leurs meilleures années et qu'aujourd'hui, effectivement, on va dire les citoyens vont réfléchir avant d'acheter des vêtements neufs. Et puis, il y a tellement de… Ça dépend dans quel pays. Voilà. Oui, mais bon, si on parle de l'Europe, voilà, tout à fait. Aujourd'hui, on peut s'habiller vraiment entre, à Paris, les vides-greniers, les boutiques Second Life. Elle trouve des merveilles toujours en vide-grenier, je suis très jalouse. Voilà, je pense qu'il y a… Alors, est-ce que H&M, Zara vont recycler leurs anciennes collections? En tout cas, on sait qu'il y a beaucoup de matière. Ouais. La mode, c'est de la surproduction. Il y a beaucoup de déchets, entre guillemets, puisque c'est souvent aussi des pièces toutes neuves. Donc, on a de quoi faire des nouveaux vêtements à partir de ceux qui sont déjà existants. Ça, on le sait. Et je crois que parmi les jeunes créateurs, il y a beaucoup de marques qui sont intéressantes. Il y a quelque chose qui m'interpelle aussi, que je ne connais pas bien, c'est le biodesign aussi. Je sais pas si le biomimétisme, beaucoup. Vu l'expo à Beaubourg, donc faire des matières comme du cuir, mais à partir de champignons, de mélange de sucre. Je crois que Stella McCartney, justement, elle travaille sur un projet de soie qui mélangerait du sucre, de l'eau, de la levure. Enfin, c'est toutes ces choses qui sont peut-être encore expérimentales, quoique. Avant l'expo, il y avait beaucoup de choses. Donc, moi, la mode du futur, je la vois éthique de toute façon. Mais un petit indice sur la réfaction des ressources. Recycler. Voilà, c'est que H&M, qui avait demandé à ce qu'on ramène les vêtements, évidemment, tout le monde le fait. C'est pas uniquement pour dire on est écolo quand H&M vous propose de venir avec vos vêtements usagés, les déposer dans les bennes. C'est qu'ils assurent leur arrière sur la disponibilité des matières premières textiles, en fait. Et donc, c'est une façon géniale d'utiliser la logistique inversée, parce que le problème, en général, c'est qu'on produit vers le consommateur et récupérer, c'est plus compliqué. Donc, c'est le gros problème du recyclage. Et là, en mettant leur magasin à disposition, en déposant les vêtements, ils envoient ça à des recycleurs. Ça ne va pas être leur Avec qui le font directement.
Ils vont pas, voilà, mais en tous les cas, ils s'assurent un stock, mais ça ne sera pas leur stock, hein, ça ne va pas leur appartenir, mais c'est simplement, ils assurent une disponibilité de la ressource pour plus tard. Et d'ailleurs, leur objectif, c'est d'être à 100% de coton bio et de fibres recyclées. Et de fibres recyclées. Aujourd'hui, c'est Voilà. le futur. L'innovation, elle viendra de là, c'est-à-dire d'avoir un produit à la base éco-conçu, comme par exemple les jeans 1083, où les rivets, les fermetures éclairs, ça ne sera plus un problème, et où les fibres, enfin, il utilisera des fibres longues qui seront plus faciles justement pour passer au recyclage. C'est vers ça vers lequel les marques vont travailler là dans les prochaines années. Mais on est optimiste, nous. On va faire beaucoup à partir des années. On est optimiste, voilà. Vous avez vraiment vécu l'évolution, donc c'est bien d'avoir votre regard aussi depuis les années 2000 à aujourd'hui, de dire que c'est dans la bonne voie et que oui, moi je crois vraiment que c'est de la bonne voie parce qu'on y est obligé. Voilà, moi je crois beaucoup quand même au pouvoir coercitif et un peu au coup de pied aux fesses pour faire court. Donc je pense que comme on est obligé, et puis bon, on vient de vivre quand même une expérience qui normalement a dû nous secouer tous et nous faire aller dans des bonnes directions si on n'y était pas. C'est ça. On arrive bientôt à la fin. Du coup, si vous avez des questions, parce que je sais qu'on a quelques personnes encore qui nous regardent, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. Il y en a une que j'ai notée, je vous la lirai tout à l'heure. Ouais. Mais pour conclure, est-ce que vous auriez des initiatives, des marques que vous auriez envie de conseiller pour qu'on soit toujours plus consommateurs, des choses, voilà, des personnes qu'il faut suivre, des pionniers pour la suite, quoi, pour la mode du futur. Moi, je vais défendre la mode qui travaille à partir de seconde main ou de vêtements recyclés, donc qui n'utilisent pas de nouvelles ressources et de nouvelles matières. Ouais. En général, je peux citer quelques marques, mais bon. Et puis, celles qui travaillent à partir des savoir-faire locaux, encore une fois, pour moi, c'est vraiment important de les protéger puisque, voilà, il y a sur certains savoir-faire textiles, aujourd'hui, les personnes qui ont ces savoir-faire vieillissent et il faut absolument qu'elles arrivent à les transmettre. Donc, il faut continuer à aimer tous ces savoir-faire textiles et aux jeunes créateurs de les utiliser. Donc, moi, sur les savoir-faire, j'aime beaucoup Ombre Claire qui fait des bijoux et qui travaille depuis des années, en fait. Je sais pas, elle a dû démarrer en 2003 ou 2004. D'ailleurs, ton collier, là. Avec des Touaregs au Niger. Elle a monté des ateliers là-bas. J'aime beaucoup aussi une marque qu'on peut suivre aussi sur Instagram, les deux, Carla Fernandez, que j'avais présentée aussi il y a un moment à l'Ethical Fashion Show, qui est une créatrice mexicaine qui fait des choses très contemporaines et éthiques, qui travaille avec des communautés mexicaines sur justement les travails de tissage, etc. Et sur les savoir-faire, la broderie, j'aime beaucoup. Il y a Anaïs Story, Élise Redel. Pour le recyclage, pour les pullovers, il y a Opal. Il y a Maison Mourcel, qui est génial. Géniaux, pardon. Vraiment, c'est génial. Et Plasticage aussi, que j'aime beaucoup. Sakinamsa, Maison Château Rouge, qui travaille vraiment en local à Paris, rue Mira. Chaussettes Orphelines, qui est vraiment sur le recyclage depuis des années. Donc, à partir de chaussettes, c'est vrai qu'on perd toujours nos chaussettes. On en reste il y a un trou toujours. À la deuxième. Le mystère de la disparition de la chaussette, c'est vrai. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'était que quelques-uns après. C'est de fou. Voilà ce qui me concerne. Merci. Tout ce qui est, moi j'adore toutes les boutiques vintage. Voilà, il y a une boutique qui s'appelle Éponyme Vintage que j'adore, qui est dans le 12e et qui a un Instagram. Enfin, j'essaye beaucoup d'acheter vintage d'abord parce que j'adore, parce que je vois la différence de qualité, de façon de fabriquer les vêtements. D'ailleurs, notamment, c'est vrai que sur la fast fashion, on voit bien, il n'y a plus de place du tout pour ouvrir un vêtement, pour l'agrandir ou pour le resserrer. Le tissu est vraiment, voilà. Les marques qu'a citées, évidemment, j'aime bien Misericordia aussi. Moi, vraiment, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ils ont vraiment une créativité extraordinaire. Après, aller sur des marques où je vais regarder ce qu'elles font en matière de responsabilité, de durabilité. Si, par exemple, leur modèle, c'est de faire des pièces intemporelles, uniques, avec des belles matières, donc ça peut être des marques conventionnelles, mais je peux m'acheter des vêtements chez elles. Il faut juste s'informer.
Hein, votre guide, d'ailleurs, est très utile pour ça parce que c'est une façon de comprendre comment lire et décrypter une marque, en fait, puisque maintenant on a l'information assez facilement, et de pouvoir faire ses choix de manière raisonnée. Voilà, parce qu'encore une fois, je le répète, la mode, c'est de l'envie. Hein. D'ailleurs, ça s'appelle mode créatrice d'envie. Exactement. Hein. Moi, on a toujours une blague avec Isabelle. Voilà, moi, je ne vais pas acheter un vêtement éthique, entre guillemets, qui ne me plaît pas parce qu'il est éthique. Je vais d'abord acheter un vêtement parce qu'il me plaît. Voilà. Et donc, c'est la base et qui me rend belle. qui me rend belle, bien sûr. Un peu plus, si c'est possible ou Voilà, pas. c'est ça, qui m'embellit. Comme disait Monsieur Mochot, un vêtement est là pour nous embellir et c'est pas nous qui devons embellir le vêtement. Ça m'avait bien marqué ce qu'il disait. C'est très vrai. Merci pour ces informations. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question de Aurélia. Vous la connaissez, je pense. Hein, Ouais, Aurélia. Du coup, elle nous a fait une remarque concernant Patagonia. Visiblement, il se trouve sur la liste d'éthique sur l'étiquette concernant le travail forcé des Ouïghours. Comment expliquer ça, c'est pas possible. Alors oui, justement, le travail forcé, j'ai lu un article, c'est horrible. En Chine, ils ont dû, et en Chine du Sud, ils font travailler de force les Ouïghours. Même les enfants, les gens, ils les obligent à travailler. Je ne suis pas au courant de ça, mais j'ai confiance en éthique sur étiquette. S'ils le disent, c'est que c'est prouvé. Donc, je suis extrêmement déçue. Alors, il peut arriver, mais bon, c'est pas acceptable pour autant qu'il y ait eu, parce que il y avait notamment eu ce reportage sur BCI, le fameux coton BCI, où Élise Lucet avait montré qu'il y avait à un moment donné une espèce de mélange de certaines fibres et que finalement, on se retrouvait avec du coton qui n'était pas tracé et contrôlé, voilà, dans le coton qui était étiqueté BCI. Donc, à mon avis, de la part de Patagonia, c'est une erreur de transparence, de traçabilité et tout ça, mais c'est très bien qu'Éthique sur l'étiquette le fasse. C'est qu'ils ont, à un moment donné, sûrement un problème avec leurs fournisseurs et qu'ils n'ont pas suffisamment travaillé cet aspect-là. Assez de transparence ou de traçabilité. D'ailleurs, oui, bien sûr, c'est ça. C'est qu'en fait, à un moment donné de leur chaîne de valeur, il y a quelque chose qui s'est perdu et ils se sont retrouvés confrontés à finalement utiliser ce coton-là. Voilà. Non, ils l'ont pas fait. En tout cas, c'est vrai que c'est bien de suivre, même au moment des grands événements sportifs. Éthique sur l'étiquette avait pointé du doigt l'année dernière, ou l'année d'avant, au moment de la Coupe du Monde de football. Voilà, le maillot à 80 € dans les boutiques et le salaire payé à chaque ouvrier textile. Elles ont fait une campagne qui s'appelle Éthique sur l'étiquette, qui s'appelle Soldé. On devait d'ailleurs attacher sur les cintres, voilà, où il y avait écrit 50 €, c'était le salaire d'une ouvrière du Bangladesh. Et l'idée, c'était d'aller dans les magasins de fast fashion et de l'attacher au moment des soldes sur les cintres des magasins. Sensibiliser. Voilà. Bah, du coup, merci pour la réponse. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas, parce qu'on va bien… Aurélia pose toujours des questions. Voilà. Bon, bravo Aurélia, oui, là, franchement, je suis épatée. Étonnée. Ouais, étonnée, oui. Étonnée. Étonnée. Surtout que c'est eux, c'était dans les années 80, je crois. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez tout à fait taguer Patagonia avec Who Made My Clothes. Ouais, vous allez voir, pour voir comment ils réagissent là-dessus. Voilà. Mais je pense qu'il y a un défaut dans la chaîne de valeur. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose que on finisse notre talk show ici sur cette note. Et donc, du coup, nous, on finit avant l'été. Donc, c'était le dernier talk show. On se retrouve à la rentrée pour la suite. Et on vous donne rendez-vous pour si vous êtes intéressé par le guide sur notre site modeécoresponsable.com. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le guide de la mode éco-responsable. Il est disponible à la FNAC ou sur Place des Libraires. Et vous retrouverez d'ailleurs les contributions d'Isabelle et d'Hélène dans le guide où elles racontent en résumé des choses qu'elles nous ont partagées ici pendant ce talk show. Voilà, merci beaucoup à vous encore d'avoir été présente et nous avoir partagé. Merci à toi, Natacha. Vraiment, merci. Et ces informations du terrain, c'est important d'avoir. Voilà, et bravo pour le travail de pédagogie que vous faites. C'est super. Merci beaucoup. En tout cas, on espère que tout ça vous apporte à tous ceux qui nous suivent et qui repartagent derrière cette vidéo aussi. Et on espère que la communauté continue de grandir pour qu'on soit vraiment ensemble des consommateurs toujours plus nombreux. Merci beaucoup à vous. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Bonne soirée. Bel été. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bel été à tout le monde.
Si ce contenu t'a plu et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne Poesia Channel, abonne-toi dès à présent pour recevoir une notification pour les prochains épisodes pour devenir toujours plus un consommateur. À très bientôt!